Ladies and gentlemen. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Hey, mais c'est Blazy. Eh ben apparemment, salut tu vois. à toi, Rodo. Bienvenue à toi aussi. On est dans le 5e épisode des entretiens 7e art et créatif. Et on va parler de toi avant de parler d'un film. Petit film au petit oignon. Avec plaisir de parler de moi parce que je suis mégalo. Du coup, je m'appelle Blaise. J'ai une chaîne YouTube depuis 10 ans, mais ça fait que quelques années que je fais des trucs régulièrement. Et en haut, je fais des analyses, des critiques, de culture en règle générale, que ce soit manga, jeux vidéo, musique, tout ça. Je donne mon avis comme un connard, quoi, comme un peu tout le monde. Et j'essaye de le faire à ma manière. Ouais, c'est sympa. Tu parles de manga, tu parles de cinéma. Et tu fais aussi même des réflexions sur YouTube. Ouais, des petites réflexions personnelles, un peu à la, si vous connaissez, un peu à la Cyrus North, un peu à la Linguisticae parfois, ce qu'il fait avec la méritocratie, mais en moins recherché et en moins intelligent. Okay. J'essaye de parler de ce que j'aime et de ce qui se fait pas forcément tout le temps, quoi. Genre typiquement, j'ai parlé de Jimmy Neutron, par exemple. J'ai pas vu grand monde faire ça bizarrement. Voilà. Je parle de culture à ma manière. Ok. Et aujourd'hui, j'essaye d'avoir un texte vraiment structuré, mais en me lâchant un peu derrière, pas le répéter à la ligne près. Ce qui est très dur en vrai. Genre, totalement de l'impro, ça va. Totalement scripté, ça va, mais c'est vraiment, tu fais ton texte, mais tu peux te permettre certaines dérives, c'est plus compliqué en vrai, je trouve. Donc voilà, surtout des trucs scriptés, mais avec de temps en temps, comme le format dont tu parlais, inspiré de Cyrus North, etc., où là, c'est vraiment, je note des points et je me laisse porter par la chose. Ouais, y a une vidéo que tu as fait qui est être légitime, un droit pour tous. Et c'est un sujet qui revient très souvent en fait sur YouTube. Donc, oui. Moi, c'est marrant, j'ai fait un live il n'y a pas très longtemps et c'était une question pendant le live. Est-ce que les critiques YouTube sont légitimes? Enfin, il y a toujours cette question de légitimité qui revient alors qu'on est là, on fait ce qu'on veut en fait et on parle de ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce que tu dirais toi là-dessus en 2 minutes? Comme j'ai dit un peu dans ma vidéo, le truc c'est surtout qu'on a quand même des siècles de formatage vis-à-vis du fait que de base il faut avoir des diplômes, il faut avoir ceci, cela, et que c'est la première fois depuis c'est l'une des rares fois, je suis pas historien, mais en tout cas à cette échelle, c'est la première fois où on peut vraiment donner notre avis au monde entier sans avoir besoin de diplôme, d'emploi, de job, etc. Et je pense que ça a vraiment beaucoup joué là-dessus, en fait, que tout simplement, on est et que fatalement, il y a des discords et que en vrai, c'est complètement con. C'est complètement con de se dire, est-ce que quelqu'un est légitime? On est tous légitimes. Après, est-ce qu'on est pertinent? Ça, c'est autre chose. Et surtout, est-ce qu'on décide de l'écouter ou non? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est clair, apporter de la diversité, des points de vue, et comme ça, les gens piochent dans les points de vue qui se rapprochent le plus des leurs, quoi. Donc, ou même voient des trucs qu'ils n'avaient pas forcément vus. J'ai pas du tout aimé, mais au final, je suis d'accord avec toi pour dire que ce film est génial. Et je vois pourquoi grâce à toi, tu vois. Et pourtant, c'est pas mon point de vue. Et donc, tu parles beaucoup de manga aussi. On voit que t'es un peu jeune. Culture japonaise, ouais, en règle générale. Et j'ai eu la chance d'avoir un père qui nous emmenait tout le temps au vidéoclub. Donc, tu as connu aussi, j'imagine. Hein. Ah ouais. Et en gros, c'était le tout début de Naruto en animé. Et du coup, je l'ai pris et je me suis enfoncé dans la brèche. Je devais être en 5e, un truc comme ça. Donc, c'était déjà un peu connu, les mangas, mais c'était vraiment de niche, tu vois. Genre, à part Dragon Ball ou Senseiya, enfin, les gens du Club Dorothée, quoi. À part ça, personne connaissait.
Et du coup, j'étais l'un des premiers dans mon entourage à connaître tout ce qui est Shaman King, One Piece, tout ça. Et même l'un de mes premiers films au monde, c'était Le Château dans le ciel, tu vois. D'accord. Parce que mon père nous faisait regarder des trucs comme ça, ou même le Chat botté version Toei. Donc fatalement, ouais, ça, je kiffe. Ouais, bah c'est en même temps, C'est diversifié de ouf, faut dire. ouais, complètement. Ouais. Et puis c'est une culture de l'animation qui est incroyable, quoi. Bah écoute, on va passer bientôt au film. Avec plaisir. Avant juste de passer au film, je vais faire un petit rappel donc, de la thématique. Les entretiens 7e art récréatif, c'est des entretiens sur des films qui parlent de drogue. Qu'on soit sur des dealers, qu'on soit sur des consommateurs, ou les deux. L'intérêt de ces entretiens, c'est de voir comment les drogues sont mises en scène, comment ça a évolué dans le temps, et quelle image, quel rapport, en fait, la société entretient avec les drogues à travers les films. Et donc là, normalement, les gens choisissent un film, mais comme il y a un film que tu n'avais pas vu, que moi j'affectionne énormément, oui. Je t'ai demandé de voir ce film. Ce que j'ai fait il y a 2 jours, et donc il s'agit de la 25e heure de Spike Lee. Voilà. Donc vraiment un film que j'ai vu il y a littéralement 2 jours. Je connaissais que à travers une anecdote d'Orelsan, mais je ne connaissais pas du tout, donc ça va être génial. Ouais. Mais un regard neuf, c'est bien aussi. Et puis c'est un challenge. Ah, complètement, ouais. Et donc le film est sorti en 2002. C'est un film de Spike Lee qui est issu d'un roman de David Benioff, donc qui a travaillé sur Game of Thrones beaucoup, notamment. Tout petit truc. Voilà. Donc Spike Lee, c'est le réalisateur que tout le monde connaît, enfin qui a commencé. Au moins de nom, c'est un peu comme Woody Allen, plein de gens n'ont jamais vu de film, mais tout le monde connaît au moins le nom Spike Lee. Ouais, y a quand même plusieurs films à voir de lui. Il y a Do the Right Thing, Jingle Fever, il y a aussi Inside Man et La 25e heure. Donc, apparemment, Black Klansman est pas mal, de ce qu'on m'a dit. Il est bien, ouais, il est très bien. J'ai failli le voir au cinéma, mais j'ai loupé le coche. Après, alors c'est souvent un peu le cas avec les films de Spike Lee. Il ne faut pas s'attendre à de l'action. C'est des films en général posés où en fait on prend le temps de comprendre les personnages, de comprendre leur situation. Donc c'est souvent plutôt des films assez calmes, assez posés. Pas d'action dans un film? Quelle hérésie! Il y a pas de super-héros, pas de... Ouais. Quoi? Et si, il y a un super-héros, il y a Edward Norton. Mais du coup, tu parles de Edward Norton, et donc c'est le personnage principal dans La 25e heure. Ouais. On a aussi Barry Pepper, qui joue un ami à lui, un banquier, qui est trader un peu... Ouais, c'est Wall Street. Ouais, Wall Street, c'est en mode DiCaprio dans le Wall Street, c'est le même délire. Exactement. Ouais. On a Philip Seymour Hoffman qui nous fait une prestation feu. Bluffante, sa prestation. Ouais. Vraiment une prestation d'un professeur qui se fait draguer par une de ses élèves et qui est vraiment mou de partout, clairement. Ah ouais, mais qui est quand même assez intéressant parce qu'il y a un peu plus de profondeur, quoi. C'est pas juste un professeur pervers. On voit qu'il y a une dualité entre son envie et sa raison et tout ça. Mais même son pote de Wall Street est plus intéressant que ce qu'on voit au début, juste le mec qui fait des chiffres. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc il y a Rosario Dawson qui joue Naturel Rivera, la copine de Edward Norton dans le film. Rosario qu'on a vu là récemment jouer Ahsoka Tano. Pour finir sur le casting, donc on a Anna Paquin qui joue justement la fille qui drague le professeur.
Anna Paquin qu'on a vu aussi dans les X-Men. Malicia. Ouais, c'est ça. Et le père de Edward Norton, qui est joué par Brian Cox. Voilà, au niveau casting. Donc dans les infos un peu au moment de la création du film, il faut savoir que c'est Tobey Maguire, donc, Produit, non? qui a acheté les droits du livre à David Benioff, et donc ensuite qui a produit le film. Et il devait normalement jouer dedans, faire l'acteur principal, mais comme il a été pris pour Spider-Man de Sam Raimi, il a finalement... Il va pas pleurer non plus. Il a laissé le rôle à Edward Norton en disant bon, je te laisse ça. Voilà. Et puis Spike Lee a été choisi pour le réaliser parce qu'il était vachement intéressé par le scénario. Et c'est Spike Lee. En fait, dans le film, il y a un hommage au 11 septembre. Enfin, il y a beaucoup d'images des tours détruites. Et ça, c'est un peu Spike Lee qui a amené ça dans le film. C'est vraiment pas dans le scénario original. Et comme ça se passait un peu à New York, pour lui, c'était obligatoire de montrer la réalité, quoi. En 2002, fallait en parler. Hein. En 2002, ce genre de film, fallait en parler. Je pense. Hein, tu pouvais pas, de toute façon, c'est ce qu'il dit. On pouvait pas ne pas le montrer, quoi. Faire comme si ça n'était pas arrivé, c'était pas possible, quoi. Bah, dans une comédie ou un truc bien bourrin, badass, pourquoi pas, mais dans un truc sérieux qui essaye de faire un truc réaliste, c'est compliqué de pas en parler. Ouais. Donc l'histoire, en tout cas, c'est un dealer, donc joué par Edward Norton, qui se retrouve en fait serré par la police, qui viennent faire une perquisition chez lui. On voit en fait qu'ils savent tout de suite où il cache son argent, sa drogue. Donc on sait que c'est pas en fait genre juste une petite perquisition pour dire bonjour. On sait que c'est pas du hasard, qu'il a probablement été dénoncé. Et donc il se fait arrêter et il prend 7 ans de prison. Et juste avant de faire ces 7 ans de prison, on passe en fait avec lui sa dernière soirée avant qu'il soit incarcéré. Et donc, dans cette dernière soirée, il prévoit de voir ses amis, de voir sa copine, de voir son père, de régler certaines questions pour ensuite partir faire sa peine de prison. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce résumé ? Non, c'est très bien résumé. Hein. Après, on développera plus quand on parlera du film, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Ouais. Donc, pour moi, il y a vraiment des moments cultes dans le film, des moments très forts, notamment un monologue de Edward Norton. Le fameux. Pour le coup, je pense que soit les gens l'ont vu sur YouTube, soit ils l'ont vu dans le film, soit en tout cas ils en ont peut-être déjà entendu parler, mais voilà, c'est devenu quand même un monologue assez culte. Ah ouais. Puis Norton est de toute façon habitué à ces monologues ou ces narrations cultes, hein, que Fight Club ou d'autres choses. Le gars est une voix off ambulante. C'est vrai. Et donc là, il se fait vraiment plaisir. Donc c'est un monologue à base de fuck you, enfin j'emmerde. Et à chaque fois, après, il rajoute des combinaisons. J'emmerde les Rital qui, avec leur batte de baseball, se prennent pour des... j'emmerde. Ouais. Que ce soit des ethnies, des classes sociales, il n'épargne rien. Comme je te l'avais dit en off au début, qui a inspiré Suicide Social d'Orelsan. Et si vous ne connaissez pas le film, mais que vous connaissez Suicide Social, vous savez d'où ça vient, et vous voyez très bien ce qu'on veut dire quand on dit qu'il emmerde tout le monde. C'est ça. Sauf qu'après, dans le film, il y a quand même une grosse introspection, parce que ça commence sur « j'emmerde tout le monde ouais. », ça se resserre sur « j'emmerde mes amis, mes proches », et ça se finit sur, en fait, non, c'est moi que j'emmerde, parce que c'est moi le gros connard qui ai fait de la merde et tout ça. Finalement, il resserre les taux de plus en plus vaste à de plus en plus proche. Il va sur son père, il va sur, sur tout le monde.
Ah ouais, non, c'est une sacrée introspection. Et il se fait pas de cadeaux, au moins il sait. C'est ça qui est quand même fort dans ce film, c'est qu'il se fait arrêter, mais voilà, il sait qu'il est responsable, il assume, il est quand même assez fort tout le long du film, on le voit pas vraiment s'effondrer, il craque pas, enfin. euh, Une grande partie, en tout cas, ouais. Ouais, alors que bon bah voilà, il sait que bah, c'est les 7 prochaines années de sa vie en prison, que potentiellement en plus bah, il a un peu le profil du mec en prison qui pourrait prendre cher. Bah, en gros, il va rejouer American History X, mais IRL, quoi. Voilà, c'est ça. Donc il y a un petit côté où voilà, Non, non, on sait ce qu'il il y a de quoi attend. baliser. Il y a de quoi baliser. En fait, le film est vraiment fait comme un compte à rebours aussi. C'est ça que moi j'ai bien aimé. C'est que on sait que dans 24 heures, il va aller en prison. On sait que c'est ces dernières 24 heures, on les passe avec lui. En fait, on le suit Ouais. tout le long. Et donc, ça donne une temporalité au film assez précise. Et plus on se rapproche de la fin, plus on se dit mais comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va vraiment aller en prison? Surtout que dès le début, il y a un côté assez labyrinthique. Enfin, tu sens que Spike Lee, il essaye de nous paumer sur certaines choses, dans le sens où, par exemple, au début, tu vois juste un mec tranquille avec son yinche en train de dire à un drogué non, mais j'ai arrêté, et tu te dis en fait, ah, ça doit être la fin du film, et après, on va être que en flashback. Non, en fait, c'est vraiment le début. Ouais. Parce que c'est vraiment. Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit, tu vois, en C'est ça. mode, ok, Ah ouais, d'accord, ouais. c'est la fin, tout ça. Et plein de trucs comme ça, c'est toute l'histoire avec Naturel, ou l'histoire avec. Il y a plein de petits trucs où, bah, même la fin, comme tu en parlais justement, est-ce qu'il va aller en prison, tout ça. Spike Lee, il aime bien nous foutre les doutes sur plein de trucs dans ce film, en vrai. Ouais, Et ouais, ça, il c'est nous balade un petit peu. ouais. Il nous présente les personnages en plus d'une certaine manière au Mm. début. Et en 24 heures, on a quand même une évolution des personnages. C'est-à-dire on les voit plus comme on les voit. Enfin, on les voit plus à la fin comme on les voyait au début. Et On pas que les comprend. principaux, hein. Ouais. Pas que les principaux, Ah, non. même Malicia, parce que j'ai oublié son nom, l'élève. Au début, tu te dis que c'est juste une petite fille un peu allumeuse et tout. Après, tu crois qu'en fait, c'est une meuf qui veut pécho le prof. Et à la fin, tu te rends compte que, ben, pas forcément, en fait. Que juste, elle se rend pas compte des conséquences. La Ouais. scène dans les toilettes, tu te rends compte qu'en fait, elle est vachement plus choquée que contente. Tu Oui, vois, oui, carrément. Ouais. Bah, genre, c'est surtout que je pense ouais, elle est jeune. elle joue toujours avec les limites, elle, dans le film. Donc, quand elle a pris, bah, on en parlera au moment des drogues, parce que dans la boîte, elle prend un extra. Ouais. Et du coup, c'est là où elle est désinhibée. Et en fait, elle parle au prof, elle le chauffe, en fait, grave, quoi. Ah bah oui, oui. Et quand elle finit par avoir ce qu'elle voulait, elle se rend compte qu'en fait, elle ne le voulait pas forcément, que c'était encore une fois essayer de repousser une limite. Mhm. Mais Elle a 17 ans, quoi. ouais, c'est ça. Elle sait pas ce qu'elle veut. Enfin, c'est normal, c'est logique, c'est là, genre. Mais Mais non, ouais. Vas-y, je t'en prie. non, je disais, bah, les personnages, clairement, ils ont de la profondeur parce que, en plus, il y a un panel, comme on l'a dit, il y a un professeur d'école, il y a un trader, il y a Monty qui est le dealer. Son père, il tient un bar. Il y a une fille qui fait rien de ses journées. Enfin, elle est clairement entretenue, naturelle. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, ce qu'il c'est ce que dit, Ouais, son pote. À un moment, il dit, bah, toi, t'as jamais travaillé, t'as des superbes robes, donc tu devais bien savoir qu'à un moment ou un autre, ça tournerait mal, quoi. Et ça tombait pas du ciel. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi tout un truc en mode, au début, tu analyses chaque personne et tu te dis, ok, lui, c'est tel archétype. Et comme tu le dis, en fait, tu te rends compte que c'est plus complexe que ça. Et je trouve qu'il y a un vrai parallèle avec la vie en règle générale. C'est que quand tu apprends à connaître les personnes, même en 24 heures, tu te rends compte que c'est plus complexe que ça. Et que ça peut l'être d'autant plus au fur et à mesure du temps, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec ça. Il y a, en fait, tu rencontres ces personnages comme si tu les rencontrais à une soirée. Ouais, c'est ça. Et ta première impression, souvent, va évoluer en fonction de la soirée. Et là, en fait, on voit bien que les personnages sont plus profonds que ce qu'on voudrait nous montrer au départ.
Surtout qu'on les voit en soirée en plus. Ouais. Donc, on voit plusieurs facettes d'eux. On voit rien que le prof, tu vois, le gentil, timide, qui au final est plus paumé que ce qu'on pourrait croire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Non, au Ouais. niveau des personnages, le film a une écriture dingue au niveau des persos. Et bien sûr des jeux d'acteurs qui subliment tout ça, mais juste fou. Complètement, ouais, comme tu dis. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est donc là c'est un petit peu spoiler, mais c'est qu'en fait à la fin, il y a un autre monologue. Il y a un autre monologue du père Oui, ouais. qui imagine que quand il va amener son fils en prison, en fait, il va pas l'emmener en prison. Genre, il va tourner à gauche et ils vont se barrer, ils vont aller au Mexique et puis il va le déposer là-bas. Et comme ça, son fils, au lieu d'aller en prison, il pourra créer quand même sa famille, vivre sa vie tout en allant se cacher quoi, dans un autre pays. Clairement le happy end, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, et donc ça, on nous montre ces images-là de ce happy end. Et, mais c'est vraiment genre juste, voilà, ça aurait pu être possible, mais mais c'est en tout cas c'est intéressant de le montrer, ouais, parce que ça ça donne on entrevoit en fait que voilà, il pourrait y avoir cette fin là aussi, et c'est intéressant quoi. Et j'aime beaucoup la relation que Edward Norton a avec son père, Brian Cox, dans le film. Elle est intéressante parce qu'on voit qu'en fait, on comprend assez tôt que ils ont perdu, enfin, Norton a perdu sa mère quand il avait 11 ans et qu'à cette époque-là, son père était alcoolique. Ouais. Donc en fait, son père s'en veut de l'avoir un peu abandonné, enfin, à cause de l'alcoolisme et de ne pas s'être occupé de lui comme il aurait voulu le faire. Et je crois aussi qu'il y a le truc de c'est Edward Norton qui payait les dettes de son père avec la vente de drogue aussi. Ouais, c'est ça. Le père était tellement bourré qu'il se rendait même plus compte, quoi. Je pense que c'est ça. Ou en tout cas, il était tellement dans la merde qu'il acceptait l'argent de son fils sans trop savoir d'où elle venait, quoi. Et sans trop se poser la question à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et donc, on sent vraiment que il s'en veut, quoi. Il y a une douleur. Et en fait, on voit que aussi Norton comprend cette douleur et essaye de lui dire que c'est pas de sa faute et tout ça. Donc, il y a une vraie relation intéressante. Le père est pas dans beaucoup de films. On pourrait imaginer un père en mode mon fils dealer, je veux plus le voir. Enfin, tu vois, le père qui renie son fils en mode je veux plus entendre parler de lui. Là, on n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est vraiment c'est plutôt il me rappelle un peu le mien pour te dire sur certains points. Vraiment, j'aurais pu avoir ce genre de réaction, tu vois. Okay. Quelque chose de plus nuancé, moins cliché. Et c'est super intéressant. Il y a un autre point marquant, c'est que du coup, Edward Norton, comme il sait qu'il se fait balancer, il cherche en fait à comprendre qui est derrière ça, qui l'a balancé, et à des moments, il doute, notamment sur sa copine. Surtout sur sa copine. Parce que surtout sinon, il sur sait sa pas, copine. En fait. Tout le monde le fait douter en plus. À part son père. C'est surtout ses associés là qui le font douter. Et d'ailleurs, on comprend à la fin pourquoi ils le font douter en disant que c'est mais même les flics lui ont dit que c'était sa meuf qui l'avait balancé. Même le mec de Wall Street disait c'est sûrement elle. Ouais. Enfin, il y avait que le prof et son père en fait qui avaient rien dit à ce niveau-là. C'est vrai que son père il lui dit non mais elle t'aime et tout. On ne sait pas ce qu'il va faire. En fait, je suis en train de me rendre compte pendant qu'on parle que ce film est énormément composé de choix. En fait, en règle générale, dès le début, c'est le choix de Norton. Est-ce qu'il laisse crever le Klebs ou pas, tu vois? Est-ce que le prof cède à ses pulsions? Est-ce que le père cède à son alcoolisme? Tu vois? Est-ce que Norton cède à la facilité? Est-ce que Norton va balancer ses potes? Il y a plein de choix tout le temps, en fait, je suis en train de me rendre compte. Et en permanence. C'est vrai.
Je viens de m'en rendre compte là pendant qu'on parle. Mais ouais, t'as raison. Et ça commence d'ailleurs par le choix du chien. C'est Ouais. marrant, cette petite scène Surtout qu'elle a d'intro. rien à voir avec le reste, quoi. Non. Bah, elle a à voir, je pense, pour nous montrer que c'est un bon gars, en fait. Oui. Qu'on n'est pas sur un dealer qui va pousser une grand-mère dans l'escalier, tu vois. On est sur un gars qui voit un chien mâle, qui le ramène chez le véto, qui le récupère. Je pense que c'est la petite scène pour nous montrer qu'il a un cœur, quoi. En gros, et qu'on se dise que c'est pas un salaud. Oui, je pense qu'il a mis cette scène pour plein de raisons, hein. Sûrement aussi pour brouiller les pistes avec son collègue, qu'on se dit c'est juste un rigolo cubain ou je sais plus quoi, à la fois pour montrer, pour justement commencer la thématique du choix, pour nous mettre dans une certaine ambiance et pour nous perdre aussi parce qu'on commence avec ça, ensuite t'as le générique très lent, très esthétique et après tu vois Burton. Non, ça c'est autre chose. Tu vois Norton sur un banc, après tu comprends pas, t'es en mode du coup on est à la fin du film et bah non. Je pense qu'il y a plein de raisons en fait. Après, justement, t'as parlé du générique et du coup de la musique. Moi, je trouve la musique vraiment incroyable dedans, quoi. Elle est. Alors, je me rappelle plus, je t'avoue, de la musique. Ouais. Et je sais que j'ai bien aimé sur le coup, mais elle n'est pas restée dans ma tête. En fait, c'est une musique qui est vraiment comme le film, quoi. C'est une musique posée. C'est pas une musique. Et c'est une musique qui évolue pendant que tu l'écoutes. Enfin, et je pense qu'il y a un rapport complètement entre le film et cette musique. Ouais, totalement. Et vraiment, elle est caractéristique à ce film. C'est presque une musique classique. En tout cas, elle a été faite par un orchestre philharmonique. Donc on est sur une musique vraiment posée. Et c'est une petite symphonie et qu'on entend à plusieurs reprises. Alors après, bon, il y a d'autres vraies musiques dans le film. Dans la boîte de nuit, d'ailleurs, il y a des petits sons qui sont pas mal, d'ailleurs. Oui. En tout cas, au niveau musical, on est bien plongé. Enfin, je trouve que c'est voilà, ça. À part le générique, je trouve pas que c'est ce qui ressort le plus du film en termes de technique, la musique. C'est pas le genre de film où je me dis la musique, tu vois. J'ai dit Burton sans faire gaffe tout à l'heure, mais on n'est pas sur Edouard Main d'Argent, par exemple, où là la musique est vraiment au centre du truc. Par contre, le montage est ultra intéressant, je trouve. Avec ces espèces de, tu sais, genre, il cut, mais genre une demi-seconde plus tard, et juste, il va plus près ou plus loin, tu sais. Tu vois ce que je veux dire en termes de... je crois que c'était Scorsese qui faisait ça un peu aussi sur Les Affranchis, un peu. Mais alors là, il y va beaucoup plus à balle, et ça donne vraiment un sentiment d'urgence, mais posé. Et je pense que c'est un peu ce que ressent le personnage de Norton à ce moment-là, tu sais, en mode... bah non, je dois attendre. C'est assez bien foutu, je trouve. Mais de toute façon, la réal en elle-même est très bonne. Hein. Non, il est carré le film. Il n'y a rien qui dépasse. Comme on l'a dit un peu, c'est un petit puzzle au départ. On n'a pas forcément toutes les pièces directes. Mais bon, le puzzle se met rapidement en place au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. C'est bon, on commence à bien identifier les personnages. C'est presque un huis clos, hein, finalement. On est sur très peu de personnages, hein, en dehors de ses amis, de son père. Il y a la boîte de nuit. Bon, il y a un peu de monde, mais je veux dire, en termes de personnages, on reste sur même pas une dizaine de personnages. Hein. C'est vrai. Bah, c'est un huis clos dans tout New York, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, oui, huis clos, c'est peut-être pas la bonne expression, mais. Ouais, non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. On est sur un petit nombre de personnages. Mais ça permet de mieux les développer, justement. Complètement. Ça, c'est vraiment très cool à ce niveau-là. Mais non, vraiment, en termes de film pur, je te dis, au début, j'étais en mode écoute, regarder un nouveau film. En plus, Spike Lee, je connais pas trop, donc pourquoi pas. Et quand j'ai fini, j'étais en mode je t'ai envoyé direct un message. Hein, d'ailleurs, il était 3h du matin. Trop content, vas-y, je suis trop chaud. Non, vraiment excellent. Excellent film. Ouais, c'est un film dur. Hein. C'est pas le film où tu vas voir
le dealer, avoir une expansion formidable, des belles voitures, des belles nanas. Bon, il a une belle nana, mais c'est la chute directe. On commence, il n'y a pas de moment où en fait tu le vois lui dans son expansion et tout ça. Non, on Donc, n'est pas dans Les Affranchis, le Loup de Wall Street, tous ces trucs-là. Non, c'est le film, voilà, tu sais que dans 24 heures, il va en prison, c'est sûr, c'est 7 ans. En fait, on est littéralement sur la conclusion d'un autre film. C'est genre un film de dealer normal, ce serait juste la conclusion, ce film, en fait. C'est vrai, c'est ça, ouais. Exactement. Là, on est vraiment, on prend vraiment un petit moment normalement d'une histoire qui pourrait être bien plus longue, et c'est simplement le moment, mais c'est un moment fort. Enfin, c'est un moment charnière, c'est un moment où justement le personnage a des doutes, le personnage il flippe quoi d'aller en prison. Voilà, c'est étrange. Bon, dis donc. C'est une épreuve et donc voilà. Pour lui comme pour ses proches d'ailleurs, c'est aussi très intéressant de voir la réaction de chacun. Ouais. Quand tu vois par exemple de Wall Street qui au début est en mode ouais on s'en bat les couilles avec sa bière en mode ouais de toute façon machin, et à la fin il est en train de chialer en mode tu vas me manquer tout ça. C'est en mode. Mais ce personnage du trader, moi je le trouve vachement intéressant parce que il va jusqu'à s'engueuler dans une scène à la fin avec Naturel pour essayer de prêcher, de savoir si c'est elle qui l'a balancé. Donc, et on sent quand même qu'il le fait simplement pour son pote, pour savoir si c'est elle ou pas. Il a pas même un connard en fait. Il a même fait pire que ça. Encore petit spoil, il a pété la gueule à Edward Norton sous sa demande. Ouais. Alors qu'il voulait pas du tout. Ça, c'est la petite demande finale de Norton dans le film qui fait mal à la fin. C'est-à-dire que pour pas arriver fringant en prison en mode je suis un petit blanc beau gosse et il demande à son pote de lui défoncer la gueule, quoi. Ouais. Sauf que c'est vrai que la demande, moi, à chaque fois que je vois la scène, je me dis mais qu'est-ce que je ferais si un pote à moi me demandait de faire ça. Alors, un pote à moi m'a déjà demandé de faire ça, je l'ai fait. Alors, pas pour les mêmes raisons, hein, c'était pour un autre délire. Mais je l'ai fait, mais en retenant les coups, c'est en mode c'est bon, tu l'as, ta tarte. Tu sais, le pote bourré en mode je suis un connard, frappe-moi. Si tu veux, je te frappe 2 secondes. Voilà. Mais je pense qu'au point où il l'a mis mal, j'aurais du mal, tu vois. Genre, en plus, il le met mal. Hein. De toute façon, en même temps, l'autre lui avait dit défonce-moi. Ah oui, non, mais totalement. Mais heureusement d'ailleurs qu'il y avait le prof, hein, parce que sur le prof, je pense que littéralement, il l'aurait tué au bout d'un. Il n'arrivait plus à s'arrêter. Il n'arrivait plus à s'arrêter. Il n'arrivait pas à commencer, et une fois qu'il commence, il n'arrive plus à s'arrêter. Bah, je pense que c'est aussi pour ça qu'il ne voulait pas commencer. Hein. Ouais. Et c'est une scène forte, c'est une scène dure. Mais tu dis que le film est dur. Il est dur, effectivement. Enfin, il n'est pas peace and love en mode la main dans le slip, mais il n'est pas non plus. Ça que j'ai bien aimé, c'est que j'avais un peu peur de ce genre de film, tu sais, où ça veut être dur, mais ça veut absolument être dur pour être dur, en mode regardez, je suis un film d'auteur, je fais des trucs trash ou des trucs sombres pour être sombre. Non, il montre juste une réalité telle qu'elle est, tu vois. Il en rajoute pas dans le dramatique, il en rajoute pas dans le mélo, mais il est pas non plus en mode ah tout est beau, tout est rose, tu vois ce que je veux dire. Ça que j'ai bien aimé avec ce film, c'est que il fait vrai, quoi, entre guillemets. Ça fait truc de connard de dire ça, mais il fait vrai, ouais. Et ça, j'ai bien aimé. Moi, ce que je trouve un peu exagéré, c'est surtout que Edward Norton invite l'élève. Ouais, l'élève dans la boîte, quoi. Mec, t'as assez d'emmerde comme ça. Ouais, bon, après, sa dernière soirée, il est peut-être en mode on s'en bat les couilles de tout, mais ça, j'ai trouvé que c'était un peu facile. En mode, autant qu'il la croise dans la boîte directement, en mode ah, mais qu'est-ce que vous faites là, professeur? Oui, alors ça c'est clair que moi j'ai trouvé ça, bon, voilà, c'est une facilité oui. scénaristique, quoi. On va pas... Après, le film en a tellement peu qu'au final, tu lui excuses, quoi. Ouais. Bah écoute, on va passer un peu à l'étude des drogues dans le film, hein, parce que bon, c'est un peu le sujet, quoi. Je pense. Ouais. Donc, par rapport aux drogues,
Ouais. sur la mise en scène, en fait, comme on est vraiment sur le cas d'un dealer, on voit pas énormément de drogue. L'idée, c'est vraiment de montrer l'autre côté des films de drogue, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'habitude du film de drogue où tu vois le point de vue du drogué ou de la police, mais beaucoup moins du dealer. Et quand tu vois le point de vue du dealer, c'est souvent à grosse échelle, tu vois. Et puis, c'est un dealer qui se drogue pas, Aussi. a priori. Parce que, en tout cas, on le voit pas se droguer et il a pas du tout l'air d'être drogué. Peut-être qu'il fume un joint, mais je suis même pas sûr. Non, je crois pas. Alors, par contre, on sait qu'il a commencé sa carrière de dealer en vendant de la bœuf à l'école. Ça, ils le disent. Mais je suis même pas sûr qu'il fume lui-même. Ouais. Je sais même pas si je le vois fumer une clope, je me rappelle même plus de ça. Non, sur le banc, il fume. Je sais plus s'il fume une clope ou quoi. Mais en tout cas, lui, il est même pas alcoolisé quand ils vont dans la boîte de nuit. Enfin, c'est celui qui, je pense, boit le moins de tous, quoi. Non, bon après, il est torché dans la boîte de nuit au bout d'un moment avec le champagne, mais tu sens effectivement que c'est pas le même qui a des problèmes d'addiction en règle générale, que s'il vendait pas de la drogue, ce serait le mec le plus sain du monde limite. Genre une copine, des amis, un chien. Ouais. Genre, non, disons qu'il a un profil assez atypique pour un dealer, quoi, assez propre sur lui, quoi. C'est ça. Donc, ce que je disais, c'est qu'il commence dealer de bœuf à l'école, et puis ensuite il devient dealer d'héroïne, et donc c'est en vendant de l'héroïne qu'il se fait arrêter. Oui. Non, je disais, c'est pas la même chose, on est passé sur un autre level, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense. Et pendant tout le film, de toute façon, on voit qu'il regrette, en fait, d'avoir mené cette vie-là, quoi. Moi, je trouve pas qu'il regrette d'avoir mené cette vie-là, je trouve plus qu'il... Enfin, après, peut-être qu'on n'a pas la même vision, mais j'ai plus l'impression qu'il regrette de pas s'être arrêté avant. Bah, il le dit littéralement, déjà, mais j'ai pas l'impression qu'il regrette non, la alors, vie. je me suis peut-être mal exprimé, t'as raison. Et en tout cas, il regrette d'avoir continué, de pas avoir fait un truc légal et de se retrouver dans cette situation-là. Ça. Il regrette de pas l'avoir fait plus tôt. Mais je pense surtout s'il avait eu le choix, il l'aurait pas fait. Parce que même si c'est un mec propre sur lui, il faut pas oublier que c'est un jeune Irlandais de Brooklyn, tu vois. C'est pas non plus le mec riche de base qui a fait des conneries. Parce que il a été viré de son équipe de basket à l'époque, tout ça. Ouais. Alors qu'il avait une bourse dans une école prestigieuse. C'est dommage. Mais non, mais ouais, je sais pas. On comprend vite dans le film qu'il aurait pu, qu'il avait tous les éléments pour faire des bonnes études et tout, et puis qu'en fait il a choisi un autre parcours. Je suis pas sûr, je suis assez d'accord avec toi, en fait. Il regrette pas ce parcours, mais il regrette de s'être fait serrer, en tout cas. Il regrette que je pense que c'est surtout par rapport à son père, à sa femme. Enfin, il regrette de les mettre dans cette situation-là, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, parce que on voit pas vraiment de moments où il a de l'altruisme ou de l'empathie pour ses clients, en fait. Le seul qu'on voit, c'est un drogué, mais au dernier degré. Le mec, c'est un clodo, hein, c'est littéralement un clodo. Ouais, c'est un raccro. C'est vraiment le mec, le cliché du clodo à Manhattan, hein, clairement. Mais sinon, à part lui, tu le vois pas avec des clients, rien. Et donc, son rapport avec ça, tu sais pas vraiment, en fait. Bah non, ouais, je suis assez d'accord. Surtout que comme il n'en consomme pas, ça paraît compliqué de l'imaginer en vendre. Enfin, en fait, il y a un petit décalage, quoi, entre l'image d'un dealer et lui, je trouve, quand même. Bah ouais, du dealer dans parce que l'héroïne, tu vois, ça serait de la coke ou de la bœuf, pourquoi pas. Mais de l'héroïne, j'ai du mal à le. Alors, je m'y connais pas trop en héroïne. Enfin, je m'y connais pas. Non, mais c'est hard, quoi. Je veux dire. Non. Enfin, je sais que c'est hard l'héroïne. Hein. C'est pas ça, mais je m'y connais pas trop en dealer d'héroïne, je t'avoue. Mais après, ça m'étonnerait pas que dans toute forme de drogue, il y ait justement des petites personnes bien propres sur elles qu'on soupçonnerait moins, tu vois. Oui, bien sûr.
Tu vois, que ce soit même dans le commerce du cannabis, hein, ça arrive régulièrement, je sais pas, que ce soit des meufs ou des gens qui font propre justement parce que Ah, bien le sûr. mec n'a pas le profil type. Alors qu'il y a des gens qui fument dans toutes les couches de la population, mais bon. Ah, Oui, oui, bah, le non, faciès. ouais, c'est clair. Il y a une scène aussi d'ecstasy à un moment dans la boîte de nuit. Oui, Donc, avec l'élève. l'élève, elle dit elle a bu de l'alcool et elle a pris un ecstasy. Je trouve que la mise en scène est assez bien faite parce que en fait c'est pas too much. Elle est Oui. pas c'est pas en mode les trois frères. On a pris un ecstasy, on dit Mickey, Mickey toutes les 3 secondes. On est dans un jeu un peu plus subtil où tu remarques même des vrais, c'est pas, comment dire, des vrais effets où on voit qu'elle est trempée, qu'elle transpire, qu'elle Passe du coq à l'âne, qu'elle sourit un peu bêtement et on voit aussi le côté que les extasies peuvent donner, c'est qu'elle est comment dire, t'as ce côté un peu plein d'amour, rempli d'amour où elle veut le prendre dans ses bras, elle veut voilà quoi, l'embrasser. Et c'est plutôt bien mis en scène, quoi, je trouve. Ouais, non, totalement. Mais même la scène où elle va aux toilettes et lui, il la rejoint, l'espèce de suivi de caméra de elle qui va aux chiottes. Ensuite, on prend la serveuse pour revenir au canapé où lui, il était censé être allongé comme un porc parce qu'il est bourré et qu'en fait, tu le vois droit comme un i en train de regarder les chiottes. Ce genre de truc est assez sympa, je trouve. Mm. Il y a quelques petits trucs comme ça dedans. Et même la scène dans les chiottes en elle-même, elle est assez inconfortable. Je sais pas, c'est peut-être le rouge, le fait que les chiottes elles soient toutes petites et tout, mais il y a tellement écrit danger de partout. Ouais, c'est Et clair. tu sais pas si c'est danger pour elle ou danger pour lui. Parce que tout le truc, on te dit, mec, fais pas ça, tu vas perdre ton emploi. Même lui, il le sait. Mm. Non, à ce niveau-là. À un moment, elle lui dit Ouais. En gros, mets-moi 18, sinon je vais dire à tout le monde que tu m'as fait rentrer dans la boîte de nuit et tout, quoi. Donc Oui. là il lui dit, mais t'es sérieux? Dis-moi que tu rigoles, t'es sérieuse ou quoi? Tu sens que Elle rigole du coup. elle rigole, mais lui, tu vois quand même qu'il est dans un doute absolu, quoi. En plus de ce qu'on nous dit depuis le début sur le mec, c'est le petit mec aisé qui est un peu mou, quoi. Qui a du mal à... Donc, fatalement. Ouais, c'est un peu le mec coincé, le prof, mais intelligent quand même. Parce que oui, c'est pas possible. Mais manque d'assurance. Manque réellement d'assurance, c'est surtout ça le problème. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, rien à voir, mais on ne voit aucune prise de drogue en fait dans le film, je suis en train de me rendre compte. Non. L'ecstasy. Non, on la voit même pas le prendre. Hein. Ah non, la prise, tu veux dire la prise en elle-même? On ne voit aucune prise de drogue. Non. Parce qu'on voit d'autres gens, je suppose, qui ont un truc, mais... déjà, c'est une boîte, donc fatalement, il y a la moitié des gens qui sont coqués, ça c'est sûr et certain. Ne nous mentons pas, mais on voit aucune prise de drogue et j'ai même pas l'impression que la drogue ce soit... Enfin si, c'est important, mais j'ai l'impression que c'est aussi un peu une excuse, tu vois, genre... ça aurait pu être par exemple comme Les Évadés en mode est-ce qu'il a tué ou pas sa meuf, ça on s'en fout, c'est plus ce que va construire le récit autour de ça, tu vois. Ça se veut dire? Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. De toute façon, vu que c'est pas une fête festive, en réalité, ils vont pas prendre de drogue, tu vois, eux, oui. Les personnages. Enfin, y a la jeune, elle prend un extra parce que c'est une soirée dans une boîte de nuit avec un super DJ. Donc, bon, voilà, rien d'exceptionnel. Mais eux, les personnages, c'est pas du tout des drogués. Alors, c'est bien sûr presque tous des alcooliques. En tout cas, le trader et... le prof, non, je crois pas. Hein? Le prof, je suis pas sûr que ce soit... Non, le prof, justement, non, pas trop, je pense pas, quoi. Edward Norton, un peu, peut-être. Ouais. Enfin, de toute façon...
on voit qu'ils ont des bonnes descentes, Norton et. Ouais, mais ils sont irlandais. Enfin, c'est comme ça qu'ils justifient ça dans le film. Hein. C'est vrai. C'est pas moi qui le dis, c'est le film. C'est vrai. Puis, voilà, il y a le père alcoolique, tout ça, ça a dû jouer sur certains points, hein, la prise d'alcool. Mais ouais, on voit beaucoup plus de problèmes liés à l'alcool que à la drogue au final dans le film. Ouais. En tout cas, on parle du problème d'alcoolisme de son père. On le voit boire des verres d'eau et tout. Donc, on sait qu'il y a eu, que même par rapport à l'enfance, il y a eu des soucis à cause de ça. Donc, on parle plus de l'alcoolisme que la dépendance à d'autres drogues dans le film, carrément. Ouais, carrément. Et puis même quand tu parlais de la scène où le trader confronte Naturel en mode ouais, dis-moi que t'es bourré, tout ça, comme ça, on oublie tout et tout. Il y a plein de petits trucs où tu mets plus l'alcool en avant que la drogue en elle-même. Alors, est-ce que c'est là pour dire que le message, c'est l'alcool est une drogue comme une autre? J'en sais rien. Je pense pas que le film soit allé aussi loin. Mais c'est vrai que pour un film qui se concentre sur un dealer de drogue, il y a très peu de drogue au final. Ouais, c'est vrai. Non, il y a très peu de. En fait, c'est ce que j'avais mis moi dans ma conclusion, c'est que la drogue, elle est présente dans le film parce qu'on sait que c'est un dealer. Mais passé ce cap-là, en fait, on n'est plus vraiment sur un film de drogue. On est sur un film où tu t'es témoin de quelqu'un qui va assister, qui va devoir assumer ses actes. Et donc c'est une épreuve pour lui. Tu le suis dans son épreuve, mais on se détache rapidement de la drogue, en fait. C'est dans. Parce que souvent, toujours, je parle de la place de la drogue dans le film. Donc là, c'est quand même, encore une fois, quelque chose d'important dans le scénario. C'est ça, l'élément déclencheur qui va, le fait qu'il vende, qu'il se fasse attraper, c'est ça qui va déclencher le film et qui va permettre de le suivre dans cette épreuve. Et donc, c'est présent dès le début du film, pour le coup. Ouais. On commence. Mais en fait, tu enlèverais la drogue, tu mettrais autre chose à la place, ça reviendra au même. Hein. L'intérêt, c'est d'avoir une raison de se faire choper, en fait. Oui, c'est vrai, ça aurait pu être des vols de voitures. C'est ça, totalement fait des vols de voitures. En fait, dans la mesure où on ne voit pas de drogue dans le film, que les protagonistes en prennent pas, je suis assez d'accord avec toi que c'est pas fondamental, quoi. C'est ça, on aurait pu tout simplement, au lieu de regarder dans le canapé, il aurait pu regarder dans le garage, péter le mur, et en fait, il y avait un faux fond, et derrière, il y avait des voitures volées, tu vois, par exemple, ça aurait revenu strictement au même, il y aurait les mafieux quand même, il y aurait quand même comment il a su qu'il y avait un double mur dans mon garage, etc. En fait, la drogue, le film, il en prend compte que, ouais, comme tu dis, que pour son lancement. Donc, que dire de la drogue dans ce film? C'est dire que c'est quand même à cause d'elle qu'il va se retrouver à faire 7 ans de prison. Parce qu'il est passé, comme il le dit, hein, de la drogue, de la vente de bœufs à la vente d'héroïne. Et comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, c'est plus la même, la même cour, c'est plus les mêmes peines. C'est plus les mêmes enjeux, c'est sûr. On peut aussi dire, par contre, que c'est intéressant de voir un film, parce que je suis en train d'y penser pendant qu'on dit ça, mais c'est aussi intéressant de voir un film qui parle de drogue, mais qui s'en fout, qui en fait pas un sujet incroyable, quoi. Ça fait partie du quotidien. Ouais. Le film n'est pas là en mode, oh, regardez la drogue, ou soit c'est cool, soit c'est horrible, tu vois, non, c'était la drogue, ça aurait pu être les voitures, ça aurait pu être autre chose, c'était la drogue. Il n'y a pas on pointe pas le doigt sur la drogue, tu vois. Enfin, si, nous, on le fait parce qu'on est des connards, mais le film ne le fait pas. Non. Et c'est cool. Il te parle, comme on a dit, il te parle d'ecstasy dans une soirée. En fait, les choses dans les soirées, de boire des verres dans la soirée. En fait, c'est les consommations classiques, on va dire. Trucs de soirée classiques dans les grandes métropoles. Enfin, métropole, mégalopoles.
Voilà, parce que métropole, c'est autre chose. Mais ouais, dans les grandes capitales, tout ça, les trucs de soirée classiques, hein, alcool, drogue, c'est pas bien, mais Ouais, bah, bah, en tout cas, sur la conclusion de la drogue dans le film, bah, moi, je trouve que c'est intéressant. En général, les dealers d'héroïne ou de drogue dure, dans leur parcours, soit ils se font tuer, soit tu vois pas quand ils se font arrêter, tu sais juste qu'ils se font arrêter. Là, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que voilà, tu vois tout cet aspect introspectif où le personnage, quand même, bah, il sait qu'il va aller en prison. T'as tout ce côté-là, donc c'est vachement réaliste et ça montre au moins le visage de ce côté-là, quoi, qu'on voit jamais, qui est que bah, si tu vends de la drogue, tu vas en prison et tu peux y aller 7 ans et ça peut détruire des vies. Et donc, c'est en général, cette face-là, on la voit pas trop. On voit surtout la face où les gens gagnent plein d'argent. Et donc, c'est vrai que ce film montre pas beaucoup de drogue, mais il te montre un aspect du deal de drogue et une réalité qui est intéressante à voir, quoi. Ouais, totalement. Non, mais ouais, à mort. C'est vrai qu'à ce niveau-là, le film ne parle peut-être pas de drogue en soi, mais parle des conséquences des actes répréhensibles, dont la drogue. Et à ce niveau-là, ça me fait vachement penser, tu sais, à la fin des Affranchis. On voit le mec en liberté liberté protégée et tout, truc qu'on voit jamais dans ce genre de film. Bah, c'était Karim Debache qui en parlait dans son fameux Chroma sur les Affranchis, mais c'est vrai que généralement, on a plus l'habitude de voir un Scarface où il finit de manière héroïque, en mode, attention spoiler, en mode tué alors qu'il est en mode ta. Mais là, on voit juste un mec devenir un minable, comme il le dit lui-même, tu vois. Et là, c'est dans le même principe différemment, en mode, bah, on va pas vous montrer le dealer de drogue qui sombre de manière machin, on va juste montrer la triste réalité, quoi, genre, voilà. C'est ça. T'as joué, tu t'es fait attraper, balancer, et maintenant tu vas en prison. Et donc, bah, c'est un film dur, mais il y a vraiment des bonnes prestations. Je trouve que les personnages évoluent bien, et en tout cas, c'est vraiment intéressant de voir leur comportement. Peut-être que nous, on voit plus vers parce qu'ils évoluent pas tant que ça, c'est plus nous qui voyons. Oui, c'est ça. On a la sensation qu'ils évoluent, alors notre point de vue surévolue en tout cas. C'est ça que je voulais dire, tu as raison. Notre point de vue, on nous fait évoluer notre point de vue, on nous fait revoir ce qu'on s'était dit. Et puis vraiment, les performances des acteurs sont ultra prenantes. Norton, il est comme d'habitude. Parce que c'est une surprise. Non, c'est pas une surprise, mais on peut dire que voilà, il est au rendez-vous. C'est pas un petit film de Norton. Il est en forme, il est clairement en forme. Il est en forme, et c'est quand même très centré sur lui. On a parlé d'autres personnages, mais en fait, c'est les interactions que lui a avec ces autres personnages-là qu'on voit dans le film, pour la plupart. Donc c'est vraiment lui qu'on suit pendant tout le film. Ah non, mais c'est ça. Donc voilà, donc la 25e heure, franchement, un film à voir. Totalement. Et un film intéressant, en tout cas, pour la thématique et pour voir justement. En règle générale, déjà pour la thématique, oui. Et même en règle générale, film super intéressant. Même si vous pouvez être réticent, parce que c'est vrai que c'est pas le genre de film qu'on connaît de base. Enfin, tu sais, il est pas le plus connu du monde pour une certaine. Si t'es pas dans la génération, quoi. Franchement, n'hésitez pas, il est super cool. Même si vous dites, peut-être un peu trop dur, non, pas si dur que ça. Réaliste, en fait. Il est dur comme il faut, je trouve. Ouais, c'est ça, il est réaliste. C'est-à-dire que tu vas pas te retrouver tout d'un coup avec des trucs inattendus. C'est un film qui se passe, c'est une capture, en fait, d'un New York. C'est assez bien fait, je trouve, en tout cas. Puis tu vois pas le temps passer, je trouve.
Ouais, il est En rapide. Et il dure quoi, 2h14, je crois. Je l'ai pas vu passer. Enfin, si, je l'ai vu passer parce qu'il fallait que j'aille pisser en plein milieu, mais sinon, je l'aurais pas vu passer, quoi. Vraiment, En vraiment. plus, c'est un. On n'en a pas parlé, mais c'est un film qui n'a pas coûté très cher, hein. Il a coûté 8 millions de dollars Ah ouais? et il a rapporté plus de 30 millions de dollars. Donc c'était une grosse. Enfin, Je pense que les acteurs ont dû avoir le salaire minimum, hein, ce qui est en énorme. tout cas, c'est tout petit budget pour un film, hein, 5 millions. GG aux acteurs d'avoir accepté de réduire leur salaire autant, parce que dans Norton, c'était pas n'importe qui déjà à ce moment-là, hein. Bah, c'est 8 ça. millions, il peut demander 8 millions juste pour un film s'il veut. En vrai, à ce moment-là de sa carrière. On n'est pas. Ouais, mais après, je pense que voilà, c'est un peu la logique des films de Spike Lee. C'est souvent des films qui sont pas sur des budgets, enfin en tout cas à cette époque-là. Après, bon, il a fait des plus gros films, mais là, je pense que voilà, il y avait. On est sur le film d'auteur, quoi. Le film C'est ça. indépendant, le film. Ouais. On est un peu sur le film indépendant, ouais. Bah, d'un côté, ça lui permet une liberté. Je pense, surtout aux États-Unis, où, comme le film est petit budget, on est moins enclin à vérifier que la machine tourne bien. Plus en mode vas-y, fais joujou, j'imagine. Ouais, bah surtout que là, c'est issu d'un bouquin, donc il y avait les droits. Ouais, donc je pense qu'effectivement, il n'y a pas dû avoir beaucoup d'argent pour les acteurs. Ouais, je Mais, pense. mais bon. Bon, après, il y a plein de films comme ça, hein, où il n'y a pas eu beaucoup d'argent pour les acteurs et pourtant les films sont géniaux. Bien sûr, carrément. Mais celui-là, en tout cas, est génial. Et puis au final, c'est même un investissement des acteurs pour leur carrière, parce que des fois, tu fais des films à petit budget, mais qui t'ancrent dans l'imaginaire collectif pour certains trucs, tu vois. Bah, j'avais une anecdote sur Jonah Hill dans Le Loup de Wall Street. Ouais. Il a accepté de jouer pour 60 000 dollars. Tu vois, alors qu'il fait le bras droit de Leonardo, qui lui avait touché 10 millions pour faire le film. Mais après, il faut dire aussi, Leonardo DiCaprio, c'est lui qui est à l'origine du projet. Ouais, je sais. Donc, il peut se permettre de mettre 10 millions, tu vois, genre, sans lui, pas de film. Ouais, mais attends, mais après, Jonah Hill s'est peut-être dit, ouais, attends, je peux jouer avec Leonardo DiCaprio et Scorsese, je paye. Je paye. Non, mais paye ma gueule. C'est ça, je crois qu'il c'est ce qu'il dit, même à un moment, il dit, moi, j'aurais presque accepté de le faire gratuit. Hein. Ouais, non, mais tu m'étonnes. Rien que pour la notoriété de se dire, moi, je joue avec Scorsese et c'est quoi. Voilà, ça restera de toute façon son meilleur rôle, je pense. À Jonah Hill ? Ouais. Peut-être. Nous verrons bien, hein. Ça se trouve, il va nous surprendre. Hein. Oui, non, bien sûr. Ouais. Mais bon, c'est en tout cas une grosse référence pour lui. Ah oui, non, mais bien sûr, grosse perf, de toute façon, en règle générale, dans le Wall Street en règle générale. Hein. Écoute, est-ce que tu as encore un truc à dire sur le film ou est-ce qu'on passe au bonus ? Bah, un seul, regardez-le. Ouais, c'est clair. Regardez-le, ça, vous ne serez pas déçus. Bah, on va passer au bonus, du coup. Mais nous, on a adoré. Vas-y, bonus, let's go. Donc, la première question, c'est 3 questions, les bonus. Hein. La première question, c'est est-ce que dans tes œuvres favorites, que ce soit séries, livres, BD... culturel global, quoi. Voilà, mais qui soit éventuellement pas un film qui parle de drogue. Ouais. Tu parles de drogue. Si je dois en parler d'un ? Oui. Ou un ou plusieurs, hein, si t'en as. Ben, c'est toujours le classique, hein, j'ai envie de dire. Le classique BoJack, on en parlait tout à l'heure en off. Et toujours... magnifique. T'es le premier à me citer BoJack. Mais, Pourtant, pour moi, je me suis dit, ouais, mais c'est trop simple, BoJack, en fait. Tu vois, j'étais en mode trop simple. Non, BoJack, énorme. Vous arrêtez pas au premier épisode si vous connaissez pas, mais ça m'étonnerait que vous connaissiez pas. Hein. C'est sur Netflix, c'est juste incroyable. Les premiers épisodes, ça a l'air tranquille. Ouais, on y croit que c'est tranquille, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. C'est la série d'animation la plus folle que j'ai vue ces dernières années. Quoi. Ouais, non, mais j'avais fait avec... Je sais pas si tu connais The Reg. Non.
The Rex, c'est un YouTuber qui faisait beaucoup de vidéos sur les Simpsons D'accord. à une époque. Et là, il a fait plein d'autres vidéos sur Columbo et tout. Et à une époque, je voulais faire un top des dessins animés pas pour enfants. Et j'ai fait une connerie à l'époque. En fait, je venais de découvrir Rick et Morty. J'étais à fond dedans. Et du coup, je l'ai mis en numéro 1. J'aurais pas dû du tout. Enfin, en gros, il y avait un mélange entre subjectivité et objectivité. Et en plus, je rajoutais lequel est le moins adapté aux enfants. Enfin, il y avait trop d'éléments. Ça faisait que, en fait, je l'ai même dit dans les commentaires. Les 8 sont legit. Vous pouvez les mettre dans n'importe quel sens, ça marche quand même. Mais Rick et Morty, en comparaison, des gens qui disent ah drogue, Rick et Morty, c'est de la merde. Hein. C'est juste, c'est joli Rick et Morty en comparaison au niveau des thématiques de drogue. Parce que Rick est peut-être un drogué, mais BoJack, on est sur un autre délire. Ah, BoJack, c'est incroyable. BoJack, c'est j'aime bien que c'est la vie. Hein. Par contre, les gens sensibles, trop sensibles, regardez pas. Vraiment, vous allez vous faire du mal. Non, c'est dur. BoJack, niveau émotion, c'est très très dur BoJack. Hein. Attention. Je dis pas ça en mode, enfin, vous forcez pas si vous vraiment c'est. Ah non, c'est un drame. Hein. De toute façon, c'est un BoJack. En général, les films d'animation, c'est des trucs un peu comiques. On se dit, je préfère dire ça. C'est pour ça que je préfère dire ça, tu vois. Se dit, en plus, là, les gens, ils ont des têtes d'animaux. Ça doit être n'importe quoi. Un cheval qui parle, en quoi ça va me faire bader. Ouais. Et en réalité, BoJack, c'est la vie. C'est incroyable. C'est dur. Personne n'est prêt. Personne n'est prêt à regarder BoJack. Hein, je veux dire, si je devais donner la même chose, mais version japonaise, c'est un peu comme Le Tombeau des Lucioles. Tu te dis, un film des studios Ghibli. Ouais, vas-y, regarde. Ouais, regarde-le. Tu vas voir, tu vas... Pleure, mon pote, pleure. Tu vas pleurer. Ouais. Ok, BoJack. Non, grosse référence. Ouais, non, énorme. Et sinon, Green Day. Green Day, ouais, ok. Juste pour le maintenant, la deuxième question, c'est ton film de drogue préféré. Donc, j'appelle ça le stupéfiant, ton stupéfiant. Ouais. Film de drogue préféré ? Peu importe la drogue. Hein. Ah, d'accord, mais oh, putain. Oh là, j'ai un trou là. Enfin, j'ai trop de trucs, mais je dirais Good Morning England. Good Morning England. The Boat of the Rock. Enfin, The Boat of Rock. Je sais pas si tu connais. En gros, c'est un film, avec d'ailleurs l'acteur qui joue le prof, il joue dedans. Et le rôle, rien à voir, à l'antipode. En gros, c'est un bateau pirate. Alors, quand je dis pirate, c'est pas Jack Sparrow, hein, je parle de radio pirate. En gros, c'est radio pirate en Angleterre dans les années 60 environ. Mais comme c'était interdit là-bas, ils allaient en haute mer pour diffuser sur des radios pirates. Et en gros, c'est années 60, musique rock à fond de cette époque-là. Et par le prisme d'un jeune d'une vingtaine d'années, un peu moins, je crois, qui arrive sur le bateau, on va découvrir l'univers du truc, les personnages et tout. Et il y a attends, j'ai un trou. Nick Frost, c'est qui son pote déjà ? Le mec des Missions Impossibles et tout ça. Ouais, c'est ça, ouais. Comment il s'appelle ? Simon Pegg. Merci. J'arrive jamais Simon Pegg. Il y a même Nick Frost dans Good Morning England. Enfin, il y a un casting juste en termes de... Donc, voilà, je dirais que c'est l'un de mes films de drogue préférés. Ça parle pas spécialement de drogue, mais c'est dans l'univers des 60s, ça fume des joints, ça... En vrai, tu veux fumer un petit joint avec des potes, enfin moi je fume plus, mais même des bières, ça marche aussi, hein. Genre t'es avec tes bières, t'es avec tes petits joints, tu regardes tu veux un film good movie avec de la bonne zik des années 60, franchement regarde ça, tu te mets bien. Ok, écoute, en tout cas ça m'intéresse, je l'ai pas vu. Donc, regarde, franchement, si t'aimes le rock des années 60, je regarderai ça. Et donc, la dernière partie, c'est ton fait tourner. Donc là, c'est toi, tu peux mettre un sujet en avant, tu peux parler d'un film ou de YouTube, ce que tu veux. Je vais faire tourner un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à la chaîne de Bolche Geek. Je sais pas si tu connais Bolche Geek. Ouais. Qui a fait un feat en fait avec un youtubeur qui s'appelle le Diable Positif. Je ne connaissais absolument pas, mais j'ai vu qu'il y avait Bolche Geek dans la vidéo. J'ai cliqué parce que j'adore ce qu'il fait. Et en vrai, c'est ultra cool. C'est de l'animation
c'est en gros, c'est l'animation il joue le rôle du diable en animation. Et en gros, il dit aujourd'hui, on va parler, par exemple, j'en sais rien, de la retraite. Oh, génial, la loi retraite de Macron, j'adore les connards. Et en fait, il l'explique de manière ironique en quoi c'est mal et tout. C'est un peu bobo gauchasse, je vous préviens tout de suite. Si vous aimez pas tout ce qui est... Bolchevique, de toute façon, je pense qu'on est prévenu. Si vous aimez pas tout ce qui est usul, bolchevique, etc., ne regardez pas. Ou regardez, ça peut peut-être vous donner une opinion différente, j'ai envie de dire. Mais bon humour, tout ça, franchement, petite surprise du moment. En vrai, j'aurais sûrement dit autre chose de base, mais j'ai été agréablement surpris. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne du Diable Positif. Le Diable Positif. Eh bien, écoute, c'est très bien, c'est noté. Merci, Blazy. C'était un entretien très cool. Bah ouais, grave, de ouf. Ça fait plaisir. Puis merci à toi surtout de m'avoir fait découvrir ce film. Bah ouais, écoute, je suis ravi que tu l'aies aimé, en tout cas, parce que moi, c'est vraiment un film que je me regarde souvent. Alors, je me mets pas tous les 4 matins, mais c'est vraiment une prestation de Norton forte qui j'aime vraiment le voir dans ce film. C'était vraiment super intéressant d'échanger sur ce film et je suis content qu'il t'ait plu et qu'on ait pu en discuter. Moi aussi. Merci Blazy. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir. Au plaisir de revenir quand tu veux, mec, franchement. C'est noté, c'est enregistré, attention, ça y est, j'ai envoyé la matrice. De toute façon, j'ai envie de dire, il y a une preuve en vidéo, donc. Voilà, c'est ça. Vous êtes filmé, monsieur. Puis là, la vidéo, elle fait 50 vues, du coup, tu te dis, ah non, nique ta mère, je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Blazy, c'est qui Blazy? Ouais, bon. Allez, je coupe, en tout cas, je coupe le truc. Salut. Allez, vas-y, pas cool, abonne-toi.